Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans le village de Roure, petit village authentique, ancestral, atypique et unique, perché dans la vallée de la Tinée, à la limite du parc du Mercantour et dans le département des Alpes-Maritimes. Alors nous allons partir aujourd'hui à la rencontre de personnages authentiques, bien sûr, mais avant tout passionnés et amoureux de leur village, croyez-moi. Il y aura Valentin Ferrari, qui est le jeune du village, qui est venu s'installer à Roure, qui fait partie de l'arboretum, mais qui est aussi tailleur de pierres sèches et guide de montagne. Il y aura Manu Rogerie, qui est le fermier et fromager de Roure, qui nous parlera de la fabrication et qui nous montrera comment fabriquer les fromages. Il y aura également Jean-Louis Brémond. Jean-Louis Brémond, qui est la mémoire de Roure, qui lui nous amènera à toutes les anecdotes qui ont pu se passer à l'époque et encore aujourd'hui. Et il y aura également Monsieur le maire, René Clinchard, qui reviendra sur la vie d'hier à aujourd'hui, qui nous parlera de l'évolution de Roure et évidemment les monuments, les endroits les plus importants qui existent sur Roure. Voilà, alors si ça vous dit, eh bien c'est parti! Salut Valentin! Salut. Je suis ravie de te rencontrer parce que tu es juste une personne incroyable à mes yeux. Un, parce que tu es une jeune personne. On peut dire ton âge ou pas? Ouais, bien sûr. Alors vas-y. J'ai 25 ans. Alors 25 ans. Donc ça c'est pour moi impressionnant. On expliquera après pourquoi. Et la deuxième chose, c'est parce que tu as plusieurs cordes à ton arc et tu vas nous parler de tout ça. Alors effectivement 25 ans. Alors pourquoi tu as choisi de vivre ici dans ce village retiré du monde? Pour moi, c'est très important le contact avec mon environnement. La nature quoi. La nature. J'y vis plus à fond en étant ici, c'est ma vie. Et puis peut-être aussi une habitude, peut-être depuis petit aussi de la montagne, c'est très fort. Alors quels sont tes métiers quelque part ici? Mon activité principale, j'ai beaucoup de chance, je travaille à l'arboretum de Roure. C'est une plantation dont le but était de rassembler les espèces d'arbres des Alpes et des montagnes du monde qui auraient un intérêt comparatif. Et puis aussi, maintenant, il y a un collectif d'artistes qui viennent exposer leurs créations. Donc c'est un site assez original, mais comme on est dans un endroit assez exceptionnel, dans le parc du Mercantour, ça permet de bien entrevoir la biodiversité, le patrimoine végétal qu'on a dans la région. En tout cas, c'est la prétention qu'on a, c'est quand les gens viennent, ils découvrent mieux la nature environnante. Combien de personnes à peu près qui viennent visiter l'arboretum dans l'année? Tu as une idée? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de gens souvent qui viennent le week-end, en été. Et jusqu'à maintenant, en hiver, il y avait forcément pas grand monde qui venait. Et c'est pour ça que je propose aussi des randonnées, des balades en raquette. Parlons-en des balades en raquette justement, parce que ta passion, la nature, amener les gens, leur faire découvrir ce village, en fait c'est ça? C'est ça, voilà. Et donc je suis placé au meilleur endroit que je puisse espérer pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un territoire très grand à Roure, ça part de 500 mètres pour aller à 2008. Donc c'est très varié. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez, c'est un village qui est assez particulier, mais il faut avoir le courage d'y monter. Une fois qu'on est monté, je pense qu'on ne peut pas dire que... On ne peut pas rester insensible à ça. On ne peut pas rester insensible, non. Ouais, je pense, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Alors il y a autre chose que je trouve génial chez toi, c'est que tu as aussi une âme, alors j'ai envie de dire d'artiste, mais tu me dis non, parce que tu es aussi tailleur de pierres sèches. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Sur un sentier, un jour j'ai croisé un gars qui était avec une pelle, une pioche, une petite massette, un petit outil, et puis qui travaillait, et puis qui faisait des sentiers magnifiques en pierre dans la montagne. Et puis j'ai dit mais c'est super. Et j'ai voulu apprendre avec lui. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout évident. C'est toute une technique. C'est un savoir-faire surtout, non? C'est un savoir-faire qui est passionnant, qui est simple en même temps, mais compliqué. Et qui demande juste la réflexion et de la sueur, on va dire, mais
mais pas tellement d'outils en fin de compte, quoi. Et du coup, j'ai fait ça et maintenant je l'utilise à l'Arboretum pour faire des beaux sentiers pour que les gens puissent... C'est génial ça. C'en est ça de la pierre sèche ou pas? Non, ça n'est pas du tout. Ah, j'ai tout faux alors. Ouais. Non. Quoi? Super. Parce que la définition de la pierre sèche, c'est vraiment qu'il n'y a pas de mortier du tout. C'est l'assemblage de la pierre fait que ça tient. Quand on regarde la vallée, quand on regarde bien, en fait, on voit que partout, on a cette technique qui était utilisée. On voit peut-être pas bien avec la lumière, mais toutes les lignes qu'on voit horizontales dans la montagne, jusqu'en haut de la crête, tout ça là, c'était... C'est ce que tu appelles les restanques en fait. Des restanques, c'est des planches, voilà, des murs en pierre sèche qui ont été faits. Alors pour imaginer un peu le travail, la muraille de Chine, je crois qu'elle a été faite plusieurs fois, si on calcule dans la région, quoi. C'est un boulot énorme. En fait, pendant l'hiver, la terre, elle descendait avec l'érosion. Du coup, il y avait deux solutions, c'est-à-dire qu'il fallait bâtir des murs pour faire des terrains un peu plus plats, pour avoir de la terre, pour pouvoir cultiver. Et ensuite, au printemps, ils remontaient la terre même. Ils avaient des paniers, ils remontaient la terre pour pouvoir continuer à cultiver. Tu vas me faire passer par là. Ouais. C'est ça, pour de vrai. Ouais, c'est là. On voit pas ce qu'il y a dessous, hein. Fais attention. Voilà. On va voir là, ici. Ça c'est un vieux mur paysan hein, qui est fait un peu avec toutes les pierres qu'ils ont pu trouver sur place. Donc celui-là, on voit qu'il a travaillé, là il gonfle par endroits avec le temps forcément, mais l'idée au départ c'est vraiment qu'il y ait beaucoup, il y a un gros volume de pierres, il ne faut pas compter que sur les pierres de la façade, il y a énormément de pierres derrière pour drainer. C'est le drainage de l'eau qui fait que ça tient en fait. En tout cas sur les sentiers, dans les endroits où c'est nécessaire, plutôt que de faire ce qu'ils font maintenant, de faire du béton, je ne sais pas trop comment, bah, on prend les pierres qu'il y a sur place et on fait comme avant, on refait le mur comme avant, puis c'est parti pour un siècle. Puis... Valentin, merci. Je vais te laisser devant ce mur ancestral. Parce que là, je suis un petit peu scotchée et je sais qu'il y a encore tellement de choses à voir dans le village. Bon, bah, je le tiens en attendant. Tu le tiens. Je le retiens. Merci, à plus. Avec plaisir. Et bravo, sincèrement. Salut, salut. Salut. Salut Florian. Hey, salut Manu. Oups, j'ai avec le Ça va petit chien. Ça va et vous? Oui, ça va bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans votre ferme communale. Ah Parce oui. que c'est une ferme communale ici, on est Ferme d'accord? communale de Roure, oui, tout à fait. Ouais. Et comment ça se passe alors? Vous êtes à la fois, vous avez la bergerie, vous avez la vacherie, la ferme et vous êtes en plus fromager. Oui, d'ailleurs là, il va falloir que j'aille parce que mon fromage est en train de cailler. Ah, donc on file, on y va Ah, si tu et on veux fait la voir, fabrication du y a fromage. pas de souci. Ah bah avec plaisir. Ah oui, on y va, c'est sûr. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc là, je suis en train de faire de la tome de Roure et je suis en train de découper mon cahier. La tome de Roure. Voilà. Et donc c'est une tome traditionnelle qui se fait dans la vallée. C'est cette action qui permet d'enlever l'humidité qu'il y a, d'enlever l'eau du lait en fait, pour garder que ce qui va être fromageable. Là, avec une telle marmite, vous arrivez à faire combien de tomes? Donc là, il y a la traite d'hier soir et de ce matin. Ça représente 520 litres à peu près. Et on va tirer en gros 55 kilos de fromage. On compte environ 1 kilo de fromage pour 10 litres de lait. C'est tout un art, hein? C'est une question D'habitude, d'expérience. d'habitude et d'expérience. Ouais. On sent le grain, on le voit. Et en fait, on pourrait faire presque un fromage tous les jours différent. Parce qu'on peut jouer sur beaucoup de paramètres. C'est ce qui est intéressant. C'est la température qui va définir le fromage qui va sortir. En fait, un fromage, c'est vivant. Ça se fait avec des bactéries. Et il y a certaines bactéries qui travaillent à certaines températures. Donc, si on change les températures, on fait travailler certaines bactéries par rapport au fromage que l'on veut.
En attendant que ça se passe, si vous voulez, je vous amène à la cave, comme ça on va voir le produit fini tel qu'il est. Ouais, je veux bien, avec plaisir, super. Voilà. Donc là, on a une partie de la cave chaude, on va dire, pour que les fromages s'affinent régulièrement. Ça, c'est un fromage qui est frais et qui va être ensuite frotté. Frotté au vin blanc, parce que c'est une raclette. Une fois qu'il sera frotté, il sera de cette couleur, il commencera à devenir rouge et il n'a plus de pellicule sur lui. On les frotte au vin blanc, c'est des fromages, on appelle ça des fromages à croûte lavée. Ça va donner un goût particulier puisque les tanins des vins se mélangent avec le fromage et ça permet d'avoir une croûte particulière aussi, quoi. Donc ce fromage et celui-là sont les mêmes fromages mais à des stades d'affinage différents. Il y a combien de temps entre les deux, là? Là, il doit y avoir environ 1 mois entre les deux. Ça, si vous voulez, c'est la tome qu'on est en train de fabriquer, qui a commencé à vieillir, donc qui a mis de la croûte. Et ça donne ça une fois terminé, quoi. En dessous, c'est de la tome aussi, mais ça, c'est de la tome de brebis. Donc, suivant les fromages que l'on fait, on change les formes des moules pour pouvoir pour ne pas se tromper, quoi. Ici, on a une pâte cuite de brebis et de vaches mélangées. Donc celles-là, elles ont des entailles pour qu'on puisse bien savoir où on va. Donc ça va s'affiner très longtemps. Ça, c'est minimum 6 mois. 6 mois de temps. Comment vous savez? Depuis combien de temps? Parce qu'il n'y a pas de date. Alors, vous avez des petits... Si, moi j'ai des petits papiers sur chaque... et je suis le seul à gérer, même s'il y a d'autres personnes qui rentrent ici pour m'aider, ils ont comme information de ne jamais déplacer un fromage. Moi, je connais tous mes fromages, toute ma cave par cœur. Sur mes papiers, il y a le nombre de gruyères de telle sorte et tout ça. J'ai un carnet où je marque tous les jours ce que j'ai fait. Donc j'arrive à retrouver tous mes fromages comme ça. Par rapport aux gruyères que vous avez là, il y a une particularité aussi, parce que le gruyère, ça a des trous normalement. Il y a 2 sortes de gruyères. Des gruyères à pâte aveugle, style Beaufort, Comté, où il n'y a pas de trous. Ce sont aussi des gruyères, mais tout ça, c'est des questions de température aussi. Les mentales et tout ça, qui a des trous, sont mis dans des caves chaudes. Si on ne veut pas ces trous, on les met en cave froide. On n'irait pas vite fait dans la cave froide, c'est ça? Je vous amène dans la cave froide, vous allez voir les fromages. En amont, avant de venir ici. Voilà. Allez, super. Voilà, la cave fraîche. Oh là là, mais il fait moins 1000, c'est pas possible. C'est une cave fraîche. Ça caille. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Nous allons mettre celles que j'ai démoulées ce matin et qui seront prêtes pour le sel. Voilà. Donc là, il nous faut bien les nettoyer. Il y a un temps de salage? Quand on sale au sel comme ça, on sale pendant 24 heures. On met du sel dessus. Le fromage, de toute manière, quand il est bien égoutté en cuve, il ne prend que ce qu'il a besoin en sel. Même si on le laissait un peu plus, je pense que ça ne jouerait pas beaucoup. 24 heures, c'est suffisant pour qu'il soit salé. Voilà. Ok, allez, on l'amène. Voilà. Eh ben Donc, voilà. par contre, maintenant, il va vite falloir aller décailler le fromage pour c'est sûr, le fabriquer. on avait oublié, dis donc. Oui, oui. Allez, go. Ah, je vous aide. Non, non. Vas-y. C'est génial. Attends, parce qu'il prend pas bien. Ce sont toutes les mêmes toiles que vous utilisez? Non, les toiles varient suivant le fromage qu'on veut faire. Et donc là, on évacue le petit lait et ensuite, on va récupérer le fromage proprement dit. Le petit lait, donc c'est toute l'eau contenue dans le lait qu'on va enlever pour que le fromage puisse se conserver. C'est la base de la fabrication du fromage. Voilà, en prochaine étape, là, après ça. Donc là, on va le mettre sous presse. C'est une presse qui est faite artisanalement, mais qui me convient très bien. C'est-à-dire que là, plus le fromage va s'égoutter, plus la presse va descendre. On peut rajouter du poids suivant les fromages que l'on fait, puisqu'ils ne sont pas tous pressés au même. Et ça va très très bien. Si Manu, je vais vous laisser ici parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Même à fois, bonne journée. Oui. J'espère que la visite vous a plu. J'ai adoré. Autant vous dire que c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on sert un peu de fromage. Au revoir. Au revoir.
ravie d'être accueillie ici dans le gîte de la mairie. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Voilà, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. J'ai un peu les personnages du village là. Hein. Monsieur Zupo qui nous a préparé la dope qu'on va manger. Jean-Luc Brémond, vous êtes ici au village depuis des années aussi. Vous êtes à l'initiative de la Gazette du village. Vous allez nous en parler parce que là-dedans, il y a plein d'informations. Et puis Valentin qu'on a rencontré aussi dans le village, qui nous a raconté un petit peu toute sa vie, l'arboretum et d'autres choses sur le village. On attaque à manger et en même temps, Jean-Louis, vous nous racontez un petit peu et la Gazette et la vie du village. Alors, la Gazette, ce n'est pas à mon initiative, c'est l'initiative de mon ami et maire René Clinchard qui avait demandé il y a quelques années de voir si on pouvait faire quelque chose, comme j'avais une certaine expérience. Ça fait combien de temps qu'elle existe, la Gazette? Alors, la Gazette, c'est 2007 2008. Je vous fais passer ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information sur cette Gazette? Alors, les informations, ce sont en très grande partie des informations qui concernent la vie de notre village, c'est-à-dire les travaux qui sont exécutés par les employés communaux, les prévisionnels, et puis de temps en temps, une petite historiette, comme j'ai appelé le canal oublié, qui est une histoire assez... Et c'est un canal qui est ici, dans Roure. Alors, c'est un canal qui est effectivement dans Roure et qui n'a jamais servi. Et pourquoi? Ce canal a une histoire parce que il a été initié dans les années 1900, au début des années 1900, par le conseil municipal, dont malheureusement plus personne n'est là. Et ce canal devait servir à irriguer les planches qui se trouvent en dessous le château. À cette époque-là, le village comptait 500 âmes, 500 personnes qui vivaient carrément en autarcie complète. Donc ce canal était une nécessité absolue. Donc ce canal a été commencé, et malheureusement la guerre de 14, la Grande Guerre, a mis fin à son exécution. Il n'a jamais été terminé et jamais mis en eau. Donc jamais servi après. Il n'a jamais servi. Et là, vous l'utilisez pas, mais il est existant, bien sûr. Il est existant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre en route, ou en tout cas de s'en servir pour d'autres choses? Non, là c'est plus possible. C'est plus possible. Mais pourquoi c'est plus possible? Il serpente à flanc de montagne, dans des terrains excessivement mouvants et pentus, très pentus. Et toutes les années, il y a des chutes de pierres, des glissements de terrain qui ont fait que les travaux qui ont été exécutés à cette époque-là ont quasiment disparu. Il ne reste que des grosses parties de canal qui sont visibles surtout de la route de Roubion et que nous, chasseurs, nous empruntons régulièrement pour aller faire nos battues au sanglier. Donc voilà, nous sommes les derniers détenteurs de ce canal que j'ai appelé oublié. Oups. D'où ce nom? C'est vous qui l'avez nommé comme ça? C'est moi qui l'ai nommé comme ça, oui, c'est ça. effectivement. Nommé comme parce que son vrai nom, c'est le canal d'Ambreus. Parce qu'il démarre dans le quartier d'Ambreus. Autre anecdote du village, donc du coup depuis le temps que vous êtes ici, vous avez vu l'évolution, il se passe des choses, il y a des festivités ici certainement? Beaucoup de festivités. Oui? Alors qu'est-ce qu'il y a comme festivités par exemple? Alors disons qu'à la fin du mois de février, on va avoir La fête du cochon. La fête du cochon. La fête du cochon. Eh oui. Alors, allez-y, c'est quoi la fête du cochon? La fête du cochon, c'est pas la fête au cochon, en fin de compte. Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Ouais. En fait, chaque famille à Roure avait un cochon sous la maison. Il était de tradition de tuer son cochon à un mois de février. Et donc ça réunissait toute la famille qui venait de Nice, de Cannes, même de Marseille, pour fêter la fête du cochon, pour faire les boudins, les cailles et tout ça. Le comité des fêtes, il y a une vingtaine d'années, a dit on va perpétuer la tradition et à partir de là, d'où l'idée de faire une fête par an de cochon. C'est génial. Il n'y a pas que cette festivité-là, il y en a d'autres, à Roure. Alors bien sûr, après il y a la fête patronale de notre Saint, Saint-Laurent, qui est Ouais. fêtée chaque année le deuxième dimanche d'août, qui traîne beaucoup de personnes. C'est vraiment une tradition qui est respectée pendant 3 jours. Quoi. Alors il y a tous les gens du village, les gens qui montent de Nice, les familles. Les familles sont c'est réunies, je vois, transgénérationnel, c'est la là. grande famille qui viennent. Ouais. Beaucoup de volonté. C'est limite une fraternité en fait. Hein, où l'authenticité, fraternité, je vais peut-être un peu loin, mais ça n'empêche que voilà, vous connaissez depuis des années ou même peu, mais il y a quelque chose de fort en tous les cas. Noyau, Après, on fait Voilà, des c'est journées ça, il y a un repos noyau. aussi. noyau.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, du coup, je suis honoré moi, d'être là, de discuter de tout ça, parce que finalement, moi aussi, j'aime beaucoup ce village, et puis surtout, je trouve d'une richesse, le milieu exceptionnel. Et là, on a des gens qui sont pétris dans le village, et là, je suis avec eux. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose. Toi, tu te nourris de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe peut-être oui. pour l'avenir. Il y a tellement de choses à raconter et d'essayer de transmettre, c'est super important, c'est clair. Un bon repas grâce à vous, Monsieur Zupeau. Merci. J'étais ravie en tous les cas de le partager avec vous. Je vous propose qu'on débarrasse nos assiettes parce qu'on est des gens polis. Et puis, on s'en va. Et nous, on ne se quitte pas, Monsieur le maire, parce qu'il y a encore d'autres choses à voir. Voilà. D'accord ? Allez, génial. C'était une expédition pour monter ici, Monsieur le maire. Oui, On effectivement. est devant quelle église, là ? Notre-Dame-des-Grâces du XVIIe siècle. Voilà, donc la commune a entrepris des travaux parce que cette église, cette chapelle a subi de graves dégradations à cause des infiltrations d'eau. Donc depuis plusieurs années, nous on a un devoir, la commune, de faire de la restauration. C'est la seule église qu'il y a ici ? Non, ça c'est une chapelle. Donc il y a la chapelle Sainte-Anne au hameau de Thièx. Et puis il y a la chapelle Saint-Sébastien aussi, au plus haut du village, qui est classée, donc les frises sont classées monuments historiques. Qui date du 15e siècle, c'est ça ? Voilà, du XVIe siècle. 16e siècle. 16e siècle. C'est la vie de Saint-Bernard et de Saint-Sébastien est représentée par 6 panneaux, côté mur gauche et côté mur droit, qui représentent la vie religieuse de Saint-Sébastien et Saint-Bernard. Il y a une sacrée anecdote d'ailleurs dans cette chapelle. Ah, c'est la frise d'Évis. Oui. Voilà, vous voulez parler racontez-nous. de oui, parce c'est que assez c'est marrant unique, parce quand même. qu'à l'époque, une certaine Delphine Bovis avait fauté avec le curé de l'époque. Et donc ça avait vraiment marqué les esprits des rois. Et 100 ans après, ce délit avait été reproduit par un peintre qui s'appelle Andrea de Ceylan en 1515. Donc Et on le voit sur les murs, c'est ce qu'on voit là voilà. Actuellement à l'image. Voilà, exactement. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Ah bah oui. Donc elles sont classées par rapport à la frise du Vis, donc monument historique. C'est une des 13 chapelles du comté de Nice, je crois, qui est peinte du Moyen-Âge. Impressionnant. Bon, Ouais. c'est pas fini parce qu'on a encore une chose super intéressante à voir. Le câble transporteur. On y va ? On y va. Le voilà. Ça c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ça c'est une sacrée histoire ici. Hein. Oui, il a été construit en 1927, ce câble. Il n'y avait pas de route à l'époque, donc la municipalité avait pris l'idée de faire un câble qui reliait Roure à Saint-Sauveur pour descendre le lait, les marchandises, les châtaignes, la farine et remonter aussi la poste, le courrier pour la poste et les provisions pour la commune. C'était l'approvisionnement en fait. C'était le seul D'accord. moyen d'approvisionnement Voilà. qu'il y avait ici. Alors c'est deux câbles porteurs de 1850 mètres de longueur, donc avec 2 bennes, une montante et une descendante, montées sur 2 poulies. Et il fallait 20 minutes pour descendre jusqu'à Saint-Sauveur. Et voilà, donc... Vous l'avez vu fonctionner, vous, le Bien câble? sûr, dans les années 60, puisqu'il a été interrompu dans les années 1962. La route a été créée après en 1938, donc il n'y a plus d'utilité de faire marcher le câble, vu sa vétusté, le nombre d'années, donc la voiture a remplacé le câble. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, alors on ne savait pas à quelle heure marchait le câble. Le câble marchait à l'électricité et il y avait une baisse de tension. Alors, dans toutes les habitations, la lampe baissait de tension et ça voulait dire que le câble était en route. Et tous les jeunes venaient se rassembler ici au câble pour venir le voir fonctionner. C'était un sacré lieu de rencontre en plus. Toutes les générations. Voilà. Ça, c'est Toutes les génial. générations confondues, on venait ici. Il y avait ici 2 bars et donc on se pendait au bar. Voilà. Et c'était les Ça, grandes discussions. Grande discussion avec les jeunes et les moins jeunes. On ne s'est pas dit combien il y avait d'habitants dans le Mais village à à l'époque, il y l'époque. avait 500 habitants, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 60 âmes qui vivent en hiver. Voilà. Merci, monsieur le maire. Le plaisir a été pour moi, Ouais. pour nous. Je ne vais pas vous laisser à côté du câble, on va remonter tous les deux, puis vous D'accord. allez retourner à la mairie. Je vous remercie. Et voilà, j'étais ravie. Merci de votre accueil. Merci. En tous les cas, c'est gentil. Oups ah. J'ai failli, hein.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons quitter ce merveilleux village de Roure. J'espère que cela vous aura plu autant qu'à moi. En tous les cas, c'était beaucoup d'émotions, de belles découvertes. Je vous donne rendez-vous dans un autre village. À bientôt. Ciao, bye bye.